Piou piou, piou 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 piou. Aujourd'hui, émission tant attendue, les envahisseurs. Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches... Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est un jour où je suis très content, ça ne se voit pas au micro, mais je suis très content car c'est une émission que je voulais faire depuis un an exactement. Pas depuis 1979. Non, j'étais comme les poissons, j'étais pas né. Il y avait des poissons qui étaient nés. En fait, à la base, alors que j'explique. En fait, à la base, Duracell, tu m'avais dit cette année, c'est les 40 ans de Space Invaders. Et en fait, c'est l'année passée. C'était l'année passée. C'était le 16 juin 2018 qu'il y avait les 40 ans de Space Invaders. Je crois que c'était 8h40. Alors, techniquement, si on s'en tient au show de Taito quand ils ont sorti leur dernière borne, effectivement, ça devait être à l'ouverture, donc 10h du matin au Japon, auquel on retranche 7h, donc ça fait à peu près 2h du matin, ou 3h du matin. 3h du matin. Donc, c'est l'heure idéale pour une invasion. Exactement. Space Invaders, lorsque j'ai parlé un petit peu autour de moi de cette émission, je me suis rendu compte de quelque chose. Oui, il y a plusieurs choses. Hein. Oui. Déjà, il y a tout le monde qui croit que c'est... Enfin, je te laisse parler. Alors, j'étais assez étonné de voir que peu de gens connaissent Space Invaders. Mais vraiment peu de gens. Quand on a dit à nos amis on va faire une émission sur Space Invaders, c'est quoi ? Alors j'ai dit mais si, tu vois le jeu sur arcade qui a eu énormément de succès avec les extraterrestres. Non. Ah ouais, Call of Duty. Oui. Call of. mais ouais. Donc en fait pour réparer ce manque cruel de culture. T'as pas fini. Oui, tu vas me demander de faire le tour de table. Non. Je vais te dire que quand tu dis oui le jeu d'arcade machin gna gna gna, les gens te font les yeux ronds. Mais quand tu dis mais si avec les petits extraterrestres et tu leur montres des photos, là ils disent ah bah oui en fait je connais. Oui. Space Invaders est un jeu iconique. Voilà, qui s'est vraiment intégré dans la culture populaire. Dans le street art, on en parlera lors de la partie 2. Exactement. Spoiler. Un spoiler alert. Nous allons faire cette émission en deux parties. Ici et maintenant, on va vous parler des origines de Space Invaders, comment il a été créé, comment il a été reçu, quelles ont été les conséquences à l'époque de sa sortie. Après Terminator Genesis, on aura Space Invaders Genesis. Oui, c'est un peu la genèse. Oui, non, mais vous êtes plutôt Peter Gabriel ou Phil Collins d'ailleurs? Répondez dans les commentaires. Et la partie 2 va être les conséquences de Space Invaders, son héritage dans notre culture populaire. Mais tout d'abord, nous allons voir comment est né ce jeu absolument iconique. Alors, mes chers amis, je vais vous raconter une histoire. Et voici grand-papa raconte. À la base, en 1976, est sorti un jeu que, alors heureusement, là, tout le monde connaît, même aujourd'hui, c'est le casse-briques. Kira, tu connais ? Oui. Ah, voilà. Dont un des meilleurs clones est Arkanoid. Dont un des meilleurs clones est Arkanoid, Breakout d'Atari, qui avait d'ailleurs été créé avec l'un qui deviendra l'un des responsables de Apple plus tard. Voz, évidemment, oui, Voz. Alors Voz, il faut savoir que c'était encore maintenant un énorme nerd. Il a dû changer de pseudo pour pouvoir enregistrer ses high scores à Tetris. Parce que sinon on ne l'enregistrait pas. Tellement c'était ahurissant. Oui. Et
ce jeu Breakout a fait un véritable raz-de-marée. Et l'un des cadres de Taito, une entreprise japonaise dans laquelle travaille un certain Tomohiro Nishikado, qui était déjà connu à l'époque pour avoir fait des très 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 bons jeux, notamment avoir inventé le principe du scrolling, rien que ça, voilà, hein, pour vous situer à peu près le personnage. Et l'un des cadres de Taito avait lancé un défi à Tomohiro, où il lui avait dit: est-ce que tu pourrais arriver à faire un jeu qui surpasse Breakout? Et au Japon, quand on lance un défi, c'est à la vie, à la mort, hein. Alors, Taito va effectivement essayer de trouver un jeu qui va surpasser Breakout, et Tomohiro va essayer de comprendre pourquoi ce jeu Breakout, qui est aussi simple, comment ça se fait qu'il a eu un succès aussi grand. Donc il étudie le jeu, il regarde, et il se dit, mais en fait, le plus grand plaisir que l'on tire dans ce jeu, c'est vraiment d'éliminer une à une les briques, et le plaisir qu'on a à éliminer la dernière. Donc il faut que ce soit quelque chose qui se fasse à peu près dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'on élimine des trucs. Et qu'il y a une fin quelque part, même provisoire. Et qu'il y a une fin quelque part, qu'on arrive à un but. Alors aussi, un problème qu'il avait eu à surmonter, c'est que Breakout, et d'ailleurs en cette fin des années 70, les jeux vidéo d'arcade, qui étaient avant soit des bornes électromécaniques, c'est-à-dire vraiment des bouts de plastique qui vont bouger les uns dans les autres pour faire une animation, plus tard des LED, tout ça, puis après les premiers jeux vidéo en circuit logique, comme par exemple Pong, hein, qui était du circuit logique, et bien là on commençait à avoir les premiers microprocesseurs, c'est-à-dire vraiment de la programmation. Et ça, Tomohiro, il n'a pas été recruté pour ça. À la base, c'est un ingénieur électromécanicien. Déjà faire des bornes à circuit logique, c'était pas évident, mais un microprocesseur, comment faire? Surtout qu'en plus Taito n'a même pas d'ordinateur. À l'époque, en 76, en 77, un ordinateur ça coûte la peau des fesses, même pour une entreprise. Et donc ce qu'il va faire, c'est que il va prendre une borne de Midway, en l'occurrence Seawolf, et il va la décortiquer pour essayer de comprendre comment ça marche, et il va programmer, il va essayer de se connecter, reprogrammer la borne pour avoir une structure sur laquelle coder. Alors entre-temps, effectivement, Taito va réussir à avoir un ordinateur qu'ils ont payé plusieurs millions de yens, mais c'était un truc tellement lent que finalement c'était plus simple de programmer directement sur une borne d'arcade. Le projet est lancé, et le projet à la base s'appelle le projet KX79. Alors pourquoi KX79 ? Alors 79 c'est pas l'année, et K c'est le K de Kayatsu, qui veut dire développement en japonais. Donc développement X numéro 79. Pourquoi 79 ? Parce que c'était le 79e projet. Voilà, ça c'est pour le code. Le codage de Space Invaders va être un véritable enfer pour Tomohiro. Des programmeurs pourraient appeler ça un spaghetti. Pourquoi ? Il y a Monsieur Octorius qui va nous l'expliquer. Alors c'est un véritable c'est un plat de spaghetti, hein. C'est un plat de spaghetti. Alors déjà à la base, comme je l'ai dit, hein, Tomohiro c'est pas un ingénieur de programmation. Donc il va essayer de comprendre comment un microprocesseur marche. Il va faire les codages à la base sur du papier, et comme à la base il travaille sur une borne d'arcade, il n'y a pas de logiciel d'édition, forcément, il a rien. Bon, et puis même pas de logiciel de reverse engineering pour la ROM de Seawolf, pour voir comment ça marche. Donc il va en fait d'abord coder un logiciel d'édition rudimentaire pour ensuite l'implémenter sur la borne, pour pouvoir avec ça traduire son codage en hexadécimal et l'injecter dans la borne. Dans la borne. Il va aussi créer
un logiciel pour supprimer les bugs et faire de la sauvegarde à l'aide d'une cassette audio. Et tout ça, c'est créé entièrement par lui. Donc, Tomohiro, c'est quand même... c'est du bon. Au moins, si les autres y foirent, il sait que la responsabilité n'en incombe qu'à lui-même. Exactement. Il va réussir à comprendre les principes généraux et ça va durer environ une dizaine de mois de codage, pour comprendre tout le principe. Alors, comme je l'ai dit, il s'inspire de Breakout. Alors, il se dit, les raquettes, ça pourrait être une espèce de missiles qui bougeraient, et puis les briques, ça pourrait être des cibles. Alors, oui. En fait, il conçoit une espèce de casse-brique, mais dont les balles ne rebondiraient pas sur les murs, mais directement, hein, parce qu'il s'imagine plutôt quelque chose qui a un rapport avec la guerre. Donc c'est Vlan dans la gueule. Donc au départ, c'est vraiment genre un petit objet, un petit système de tir qui tire sur des cibles. Donc il regarde à peu près combien il peut en afficher pour que ce soit ni trop gros ni trop petit. Donc il imagine 11 cibles sur 5 rangées. À la base, il essaie de se mettre une ambiance scénaristique. Au départ, il pense à des tanks. Ça pourrait être un tank qui tire sur plein d'autres tanks. Mais graphiquement, en pixel, il n'arrive pas à faire quelque chose qui soit réaliste. L'affichage est absolument limité. Ah oui. Surtout que la moindre pixel a son utilité. Je reviendrai d'ailleurs dessus, sur le coup de la mémoire. Déjà rien que ça, oui. Ensuite, il a testé avec des bateaux. Mais le problème, c'est que vu que ça bouge en saccade, ça allait pas avec l'idée de bateau. Les avions, encore moins, parce que un avion c'est censé bouger vite. Et puis son affichage se doit de bouger en saccade. C'est aussi un problème de programmation, hein. Il arrivait pas à les faire bouger. Parce que on ne pouvait faire bouger qu'un sprite par un sprite. Exactement, un sprite par sprite. Il n'y avait pas de mouvement continu. Donc il y a 55 sprites à faire bouger, et puis le tour du sprite numéro 2 viendra une fois que le sprite numéro 1 aura fini son mouvement, ce qui fait que moins il y a de sprites, plus tu peux faire tu peux bouger rapidement. Plus ça va bouger rapidement. Ouais, mais ouais. C'était à la base un effet de bord, comme on dit. Et oui. L'idée géniale qu'a eu cet inventeur, ce concepteur, c'est de se dire, mais bon sang, cet effet, c'est tout à fait ce que je veux. Cet effet, c'est tout à fait ce que je veux. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Là, je suis encore sur le chara design. À un moment, il a son idée. C'est ça qu'il va faire. Il va faire une armée contre un mec. Donc tous les personnages au-dessus ce sont des humains, et puis il y a un mec en bas qui est la personne qui tire. Sauf que il y a un de ses collègues qui lui dit: tu crois vraiment que c'est bien de tirer sur des gens? Et oui, parce qu'il y avait aussi il se souvient de la polémique de Dead Race. Tu peux en parler, ça, de Dead Race? Oui, on va dire que c'est le grand-père très spirituel de Carmageddon. Oui, c'est vrai. Si tu fais du splat sur les piétons, tu gagnes, quoi. Et de GTA. Oui, c'est plutôt en 2018, en 2019, c'est plutôt le grand-père de GTA. Et le père, c'est le père de Carmageddon. Oui. En gros, c'était un jeu de course où on gagnait des points en écrasant des piétons. Alors, on gagnait des points ou on gagnait du temps? Non, des points. Ok. Des points. Parce qu'on verra après la différence entre temps et points. C'était une différence de philosophie entre Mido et Taito. Oui. Non, ça, on en reviendra dessus. Et donc, comme ça avait fait polémique, en plus de ça, Taito lui-même avait fait les frais de la censure à cause d'un jeu où il fallait simplement tirer sur des lapins et des singes. C'est... les pauvres petits lapins. Encore une petite tranche de rable. Imaginez un jeu comme ça maintenant.
Oui, non mais... Non, t'as même des jeux où c'est les lapins qui tirent sur les chasseurs. Mais oui, totalement. Et puis, en 1978, il y a un film... plus personne s'en souvient. Un film, je crois que ça s'appelait La Guerre des Étoiles, quelque chose comme ça. Ouais. Avec la nana qui a une sorte de casque audio sur la tête. Ah oui. Carrie Fisher. Oui, qui avait d'abord joué dans Blues Brothers. Oui, la nana de Blues Brothers, ouais. Et puis un type avec un regard bleu absolument illuminé. Et puis on se rappelle plus d'un type qui avait déjà joué dans des films à succès, qui jouera encore dans des films à succès. Un certain Harrison. Toyota. Non, pardon, Ford. Oui, c'était Star Wars. Et Tomohiro, vu qu'il avait vu le succès que ce film avait eu aux États-Unis, il avait anticipé que lorsque il arriverait en 78 au Japon, il allait avoir une mode de l'espace. Donc il s'est dit, chouette, je vais remplacer mes humains par des extraterrestres, parce que quitte à tirer sur des gens, autant que ce soit des gens qui viennent de l'étranger, en l'occurrence de l'espace. Alors, on peut faire le parallèle entre ça et puis l'efflorescence de films SF dans les années 50-60, parce qu'on ne pouvait pas dire il faut buter du communisme, etc. Alors on a transposé ça, le macartisme, dans les It Came from the Desert, par exemple. Oui, It Came from Mars. Mars needs woman. Par exemple. Oui, totalement. Donc effectivement, on transpose une phobie, parce qu'il faut savoir que le japonais, c'est à l'époque quelqu'un d'extrêmement fermé, et il y avait beaucoup, en tout cas, je ne veux pas me fâcher avec la communauté japonaise, merci beaucoup, il y avait beaucoup de gens qui étaient assez ouvertement anti-étrangers, et quelqu'un, même qui habite à Tokyo pendant 30 ans, c'est un gaijin. C'est un gaijin. Un gaijin, ça veut dire un étranger. Ouais, c'est un gringo. Un gringo. Oui, totalement. Et puis, je reviens aux extraterrestres. Pour Tomohiro, le concept, enfin l'idée qu'il a, l'image qu'il a d'un extraterrestre, c'est les extraterrestres de la guerre des mondes de H.G. Wells. Et tu te souviens comment ils sont décrits dans la guerre des mondes, c'est des espèces de grosses pieuvres, des espèces des tripodes, c'est une espèce de grosses pieuvres. Donc il se dit le calamar de l'espace. Donc lui il va partir sur des pieuvres. Et puis bon, comme il a passé tellement de temps à faire son codage, il va pas faire une seule race, un seul truc d'extraterrestre, il va en faire plusieurs. Alors il se dit, voilà, pieuvre, qu'est-ce qui peut aller le plus logiquement avec pieuvre ? Un crabe, calamar. Maintenant, essayez de déduire le menu que le programmeur s'enfilait après chaque jour de travail. Sushi. Non, les ananas. Et donc en fait, il part sur l'idée d'animaux marins. En plus, le crabe, l'avantage, c'est qu'il se déplace déjà de manière latérale, donc ça, c'est intradigétique. Et puis, ça a aussi comment dirais-je, une image de fausseté, de mensonge. On a l'impression que c'est un faucheton, le crabe. Oui, il va toujours de travers, etc. Genre, le traître. Non, comme ça, tu as encore plus raison de tirer sur lui. On le free. On le free. Alors, à la base, il a fait 3 types d'extraterrestres, et en fait, la quatrième forme... Rencontre du 4e type. La quatrième sortira pour Space Invaders 2, parce qu'il y a eu un 2, on en parlera après, qui sera sorti en 79. Et les aliens seront redessinés. Ils seront redessinés, oui. Alors, Florent Georges, qui est l'auteur d'un livre que j'ai lu qui est sensationnel. Attends, il s'appelle Florent ou s'appelle Georges ? Non, c'est Florent, c'est son nom, et c'est Georges, son nom de famille. Ah. Voilà. Juste. Il s'appelle juste Leblanc. Non mais voilà, il a demandé en fait, c'est à Tomohiro, parce que c'est un recueil d'un entretien avec justement Tomohiro. Très abondamment illustré. Je vous encourage à l'emprunter à la bibliothèque déjà. Je crois pas qu'il soit à la bibliothèque. Il y sera.
Peut-être. World4.org pour voir s'il est dans une bibliothèque près de chez vous. Et bien voilà, ça c'était la petite pub de Duracell. C'est pas une pub, hein, c'est une ressource universitaire extraordinaire, world4.org. D'accord, ce sera noté. Il avait demandé d'ailleurs s'il avait fait comme Toru Iwatani, tu sais, le concepteur de Pac-Man, s'il avait donné des noms à ses Inky, Blinky, Hide. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il s'appelle au Japon. Hein. Oui, non, ils ont chacun un nom, un autre nom. Je sais plus d'ailleurs ce que c'est. On fera une émission sur Pac-Man. On fera une émission sur Pac-Man. Il y en aura une. Alors Il y en aura aussi. La réponse de Tomohiro, c'est non, c'est poulpe, crabe, calamar. Voilà. C'est voilà. Alors. Partant de là, ce projet KX79, il va commencer à avoir un nom. Hein. On va lui donner un nom. Et il a comme idée Space Monster. Alors pourquoi Space Monster ? Tout simplement parce que c'était vachement à la mode, le terme Monster, grâce à un titre, un duo, Pink Lady. C'est un groupe de starlettes japonaises et c'est du funk disco et c'est du Monster ça avait cartonné au hit parade et puis donc voilà monstre de l'espace, c'est à la mode, le mot monstre est à la mode, on va partir sur Space Monster. Et alors petite anecdote qui m'a fait marrer quand j'ai lu la biographie, c'est qu'à l'époque, quand il dit qu'il va faire un jeu sur le thème spatial, ses collègues lui disent « Ouais, tu sais, le thème spatial dans les jeux vidéo, ça marchera jamais. » J'y reviendrai, parce que ça a déjà été fait. Et plusieurs fois. Oui, ça a déjà été fait. Mais en fait, malheureusement, ça jouait pas vraiment en sa faveur parce que Taito avait sorti en 1978 un jeu qui s'appelle Space Docking, qui avait été tellement bof que j'ai même pas réussi à retrouver la borne d'arcade sur Internet. Mais il faut avouer que Space Docking, c'était pas un jeu de tir. C'était un jeu, c'était un peu comme les premiers jeux sur PDP où il fallait faire un alunissage, typiquement en gravité réduite. Et Space Docking, c'est un arrimage d'un élément, d'un truc sur un autre. Oui. Donc c'est pas super intéressant. On doit se battre contre la gravité assez hasardeuse de la Lune, donc dans une microgravité, et chaque poussée de fusée peut faire que le machin va n'importe où. Donc c'est pas... alors c'est un jeu de patience, c'est pas exactement jouissif comme expérience, c'est pas comme Space Invader. Et on verra quels sont les éléments addictifs, quels sont les éléments de récompense dans Space Invaders. Oui, ça a été totalement révolutionnaire, la manière dont il a imaginé le but, la récompense, la punition, etc. Donc Space Invaders, c'est l'arrière-grand-père de Fortnite. C'est un peu ça. Donc voilà. Tomohiro a prévu 8 niveaux. À chaque niveau, les extraterrestres démarrent un peu plus près du joueur. Et au niveau 8, vraiment, ils sont tellement proches que faut vraiment être un joueur, un dieu vivant du super player pour arriver au... D'ailleurs, un sniper de l'espace. Un sniper de l'espace. Ou un tasseur. Mais il faut savoir aussi que chez Taito, il y avait quand même des testeurs relativement doués. Oui, il y avait des testeurs assez doués, parce que bon, c'était quand même leur industrie, mais... Tomohiro avait raconté que aucun n'avait réussi à passer le niveau 5. Alors déjà, je vous assure, moi j'ai joué à Space Invaders sur un portage
Non, mais il faut le jouer en vrai avec l'émulateur MAME. Oui, ah ouais, l'émulateur, je pensais que t'allais dire, mais Non, mais l'émulateur MAME, l'émulateur MAME il reconstitue assez bien le BIOS de... Non, mais j'avais trouvé un bon émulateur. Non, mais non, on parle pas de portage, on parle vraiment de l'émulation de la borne originelle. Non, mais c'était ça. C'était une émulation de la borne originale. Non, parce qu'un portage, en principe, il y a des éléments ajoutés. Oui, je sais. Oui, non, c'était vraiment la vraie. Et j'avais passé... 3 Non, 2. Et 2, c'était... Une fois, j'ai passé le premier niveau. Et je pense que tu devais avoir la tendinite, quoi. Oh, je sais ce que tu vas parler, ouais. Non, je te laisse parler. Hein. Oui. C'est toi qui t'es documenté dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et Wanenki. Et effectivement aussi, en plus de la difficulté qui passe de niveau en niveau, il y avait, et ça on en avait parlé en rémission avec Duracell, c'était que plus tu tuais d'extraterrestres, plus les extraterrestres allaient vite. Justement parce que c'était affiché un par un, animé un par un les Supuraito. Il y avait 60 mouvements par seconde. Et il y avait 55 extraterrestres à gérer. Et voilà. Ce qui veut dire, c'est que plus tu tues d'extraterrestres, moins l'ordinateur a de trucs à gérer à l'écran, et donc plus il se rapproche de sa vitesse naturelle. Lors de notre entretien préparatoire avec Octorius, j'avais signalé qu'il y avait aussi le même problème ou le même glitch dans des jeux vidéo beaucoup plus récents que ça. Par exemple, dans le TAS de Sonic, à un moment, c'est un défilement, on peut rien faire de gauche à droite, et puis Sonic, il doit attendre, etc. Mais le tasseur se met un point d'honneur à détruire tous les sprites qu'il y a. Pourquoi ? Pour que la console lag moins. Il y a des problèmes de lag, donc c'est pour ça qu'on essaye de détruire des sprites de même. Mes premières expériences dans TIE Fighter, avec un ordinateur très lent, je me collais derrière un Y-Wing pour que l'ordinateur calcule très lentement les vecteurs et que j'ai tout le temps de cibler. Et une fois que c'est ciblé, je me dégageais pour aller vite derrière un autre Y-Wing. Oui, non, l'Empire gagnera. L'Empire gagnera. On disait que c'était inspiré de Star Wars, hein. Ok, d'accord. Non, mais totalement. Mais par contre, le son, lui, n'est pas inspiré de Star Wars. Et c'est la première fois qu'il y a du son d'ambiance. C'est-à-dire, ce n'est pas le son du tir, le piou 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 piou. Non, c'est le son. Alors, Tomohiro, c'est pas un ingénieur son. Hein. Donc, oui, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme alors autre hommage cette fois-ci à Spielberg. Exactement. Mais c'est ça, c'est ça. Alors j'explique un petit peu en plus de détails. Donc Tomohiro lui va laisser carte blanche à un jeune collègue qui d'ailleurs n'a que 22 ans à l'époque, qui s'occupe du projet Space Monster, qui est Michikuyi Kamei, qui est un ingénieur son de Taito. On a entendu parler par la suite ? Alors j'ai regardé, apparemment non, c'est vraiment son... Alors il a fait d'autres jeux de Taito, mais en l'occurrence c'est vraiment par Space Monster qu'il est passé à la postérité, enfin Space Invaders. Et puis c'est qui est passé à la gratte parce que c'est 4 accords de guitare, m'a-t-on dit. Alors... Je te dis. Attends. D'abord, Michikuyi, il va essayer de regarder un petit peu l'ambiance du jeu. Il se dit bon voilà, les aliens viennent du haut vers le bas, petit à petit, en allant de plus en plus vite. Le joueur devrait ressentir une espèce d'effet un effet sonore de menace. Ça doit être lourd, inquiétant. Ça doit. Et quel est le meilleur son qui te fait rapprocher une menace ? Eh bien, c'est ce que tu as chanté tout à l'heure. C'est non, justement, c'est 4 notes différentes. C'est pas de la mer, mais qui va de plus en plus vite au fur et à mesure que les aliens nous sont Exactement. Alors,
Juste, par contre, effectivement, ce que je disais, Tomohiro a laissé carte blanche à Michikuyi, sauf pour le son du déplacement des extraterrestres. Donc ça, il lui a joué 4 accords de guitare pour qu'il comprenne le son que les aliens devaient faire quand ils se déplaçaient. Ça, c'est la seule chose que c'est Tomohiro lui-même qui avait voulu que ce soit ce son. C'est ce son. J'arrive pas à le faire avec la bouche, le son. Voilà, c'est ça. Je fais toujours tin. Non, c'est tin. Voilà, oui, effectivement. 4 minutes. 4 notes. Alors, effectivement, on peut aussi se rapprocher avec les influences de musique minimaliste un petit peu de l'époque, le krautrock allemand avec Kraftwerk, Radioactivity, par exemple. C'est des musiques synthétiques très dépouillées. Alors, est-ce que c'est une influence de la limitation du matériel ou une volonté des compositeurs? Mais en tout cas, on a ce genre de bande-son, ce genre de son très courant dans les années 70. Oui, c'est vrai. Donc ce son est devenu très reconnaissable. D'ailleurs, il va être réutilisé pour des albums qui vont faire partie des produits dérivés quand il y a vraiment la vague de Space Invaders. Mais ça, je vais en parler. Dans la deuxième édition aussi. Je crois que ça, pour le coup, c'est des produits dérivés. Ah, les produits dérivés, oui. Des produits dérivés, mais de l'époque. Là, on sera toujours dans les années 70. Oui, mais même il y a des groupes qui vont reprendre aussi les thèmes. Ça ne sera pas des produits dérivés, donc pas estampillé Taito. En l'occurrence, celui que je pense, Funky Stuff. Funny Stuff. Funny Stuff. Funny. C'est pas, d'accord. Funky Stuff, ça c'est autre chose. Quoi. Funny Stuff, c'est labellisé Taito, c'est-à-dire c'est pas un groupe qui vient de Taito, mais ça a été labellisé Taito, c'est officiel. Alors à savoir que c'était en 84 qu'il y avait le premier vraiment VGM disque fait par Namco, avec toutes les musiques de jeux vidéo. Oui, ça c'est mais c'est le premier disque contenant exclusivement des musiques de jeux vidéo. Oui. Non, c'est vrai, je l'avais écouté, tu me l'avais... Non, ça c'est Buckner et Garcia, c'est Pac-Man Fever, ça c'est pas la même chose. Ah d'accord. Non, ça c'est Namco qui a sorti en 84 un truc avec différentes musiques, dont Pac-Man, dont... D'accord. Voilà. On parle du design de la borne. Alors le design, alors il y a 2 types de bornes de Space Invaders. La Tab Cocktail et Upright, oui, exactement. Alors, j'explique en gros la Tab Cocktail. Alors j'ai essayé de faire des recherches sur l'origine des Tab Cocktails. J'ai pas forcément trouvé qui a inventé ce principe. Alors, je sais que je vais faire vraiment un très bref. En tout cas, c'est très classieux. T'as le joystick en poire. Oui, voilà. En fait, c'est une table basse dans laquelle dans laquelle il y a un écran qui est dessous, et on peut poser son verre, on peut s'asseoir autour de la table et en même temps jouer avec la personne qui est de l'autre côté de la table sur un jeu, ou alors un jeu où on est tout seul. Au Japon, c'était le format qui était le plus plébiscité. C'est-à-dire que c'est plutôt en Occident où on avait les versions upright. Moi, quand j'ai joué à Space Invaders Color, c'était sur une table cocktail. Oui, non, mais ça existait, forcément. Mais au Japon, il y avait plus de tables cocktail que de upright. Ouais, c'était... C'était quand même assez proche, hein, mais il y en avait plus. Mais quel est l'avantage de la borne upright par rapport à la table cocktail? Bon, déjà, on est debout pour jouer, pas assis. 2. Mais surtout, ça permet à l'illustrateur de se surpasser ou de montrer à quel point il est nul. Oui, il y avait aussi juste un truc, c'est que la table cocktail était moins chère pour les opérateurs, les opérateurs. Et puis, surtout moins encombrante. Hein. Moins encombrante, et en plus, il y a une double utilité. Tu peux poser ton verre et c'est une table. Quoique, peut-être que les marbots et autres ne s'en rappelleront plus, mais dans un truc upright, t'avais le porte-cigarette. Hein. Oui,
Tu me l'avais dit. Après, moi, quand j'ai regardé des bornes, j'ai pas forcément trouvé qu'il y avait Et puis, tu pouvais aussi taper ta pièce pour dire je suis le prochain pour les oui, fights. ça, exactement ça. Oui, le fameux. Ouais, ça c'est pour ouais, Cac challenge. c'est la manière de pour faire la queue. Ouais. Alors c'est Kazuo Nakagawa qui a 24 ans, donc ils sont tous sains, ils sont tous jeunes dans chez Taito. Ah non mais 24 ans pour jeux vidéo c'est has-been hein. Non, quand même. Là, t'es cramé hein, c'est fini. C'est lui qui va être chargé de faire le design de la borne Space Monster avec les flyers, les logos. Et alors il essaye il voit le jeu et puis il essaye d'imaginer un scénario. Donc il va se dire tiens, ça va se passer sur la Lune et c'est la dernière ligne de défense de l'humanité face aux envahisseurs extraterrestres. Et alors, ce qui est marrant, c'est que au début des années 2000, quand Tomohiro va être à Paris lors d'une convention, il va y avoir un journaliste qui va lui poser la question est-ce que pour vous, vous aviez imaginé que c'était ce scénario-là, c'est-à-dire la défense de la Terre sur la Lune contre les extraterrestres? Et Tomohiro avait dit non, moi je pensais que ça se passait sur Terre, mais bon, comme Kazuo voulait que ça se passe sur la Lune, voilà, il fait ce qu'il veut. Bon. Détail piquant, un des successeurs de Space Invaders, c'est Moon Cresta. Un des successeurs, il y en a tellement, tu sais. Oui, mais Moon Cresta, j'y ai joué. Ah oui. Le logo est inspiré aussi de Star Wars. Le logo de Space sous Invaders. Et alors aussi, quelque chose qui est aussi important, c'est que Tomohiro a insisté, même s'il avait quand même donné carte blanche à Kazuo, il a quand même insisté que la borne doit être pour adultes et effrayante. Il faut rappeler que ça s'appelle Space Monster. Il faut que ce soit monstrueux. Alors, Nakagawa, donc Kazuo, va prendre pour partie artistique de faire une vue à la première personne. Alors vous verrez sur le blog, on va mettre des illustrations de Space Invaders. Vous allez voir que le gros monstre qu'il y a sur la borne, donc déjà ne ressemble pas du tout aux aliens à qui vous avez tiré. Donc ça c'est normal, parce que ça s'appelait Space Monster, ça s'appelait pas encore Space Invader, et donc l'aspect avait été mis sur l'aspect monstrueux. Et si vous vous êtes demandé pourquoi ce monstre est noir, c'est cette espèce de on dirait une ombre. Moi c'était une question que je m'étais posée, mais je pensais pas du tout que je pourrais trouver la réponse, et je l'ai trouvée justement dans le livre de Florent Georges qui expliquait c'était une perspective du soleil. En fait, le monstre est à contre-jour, et pour représenter le contre-jour dans ce design-là, on fait un monstre qui est marron-noir. Alors, on peut déjà, je pense, il y a deux analogies que je vois avec le western. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette espèce de l'ennemi à contre-jour sur une sorte de dune, sur une sorte de genre t'as presque le plan américain, tu vois presque c'est le plan américain c'est jusqu'à la fin. Oui, c'est à peu près ça hein. Mais tu le vois dans une posture il est presque prêt à dégainer. Oui, c'est vrai, avec cette espèce de il a les bras en l'air. Je mime les bras en l'air, hein, c'est très oui. radio. Et puis exactement. Et puis c'est dans un film de Morricone, enfin pas de Morricone c'est la musique de Morricone, mais comment ça s'appelle le fameux gars qui fait des western spaghetti, il s'appelait comment le fameux gars qui faisait des western spaghetti. Oui, pour quelques milliards pour quelques millions de plus, Le Bon, la Brute, le Truand. Je crois que c'est Sergio Leone. Oui, merci Wikipédia. Merci la post-prod. Alors, il y avait je crois que c'est dans Mon Nom et Personne, c'est imagine, toi, t'es tout seul contre 10 000 fils de pute. Et c'est un peu ça. C'est ça, mais c'est dans Mon Nom et Personne. Oui. Donc on voit des influences de western. Mais oui, d'ailleurs, c'est quand on regarde l'arrière-plan
du design, on voit cette espèce de montagne, tu sais, qui sont typiques américaines derrière le monstre. C'est vrai qu'il y a de ça. Et d'ailleurs, il y a une sorte de ping-pong entre le Japon et les États-Unis concernant ça, parce que les 7 mercenaires étaient une reprise des 7 samouraïs de Kurosawa. Ah oui, enfin, ça se répond. Hein, ça se répond tout le temps. C'est clair. Il y a d'ailleurs eu, alors ça c'est vraiment pour la petite anecdote, hein, c'est le petit cadeau éteint en ordi, ça ne mange pas de pain. C'est cadeau. Cowboy versus Alien avec Daniel Craig. Voilà, donc ça c'était le petit pont entre les deux. Ah, James Bond. Oui, ce Craig-là. Et voilà. Petite aussi anecdote, et ça aura une influence aussi par la suite. Une fois que son jeu est fait, hein, l'illustration est faite, hein, on a bien mis l'accent sur le côté monstre, parce que ça s'appelle Space Monster, c'est tout à fait en accord avec la borne. Oui. Il lui reste quelques octets de mémoire. Et il se dit, je vais utiliser ces derniers octets pour faire une petite animation sur l'écran titre. En fait, quand il y a écrit Play, il y a écrit Play avec un Y qui est à l'envers. Et donc il y a un petit ovni qui arrive de la droite de l'écran, qui prend le Y, qui l'emmène hors champ et qui revient avec un Y à l'endroit. Pareil pour Insert Coin, il y a écrit Coin avec 2 C. OIN, et donc il y a un petit ovni qui vient prendre le C en trop et qui l'emmène. C'était une petite animation parce qu'il avait des octets en plus, ce qui était la première fois qu'on faisait ça sur un écran titre. Alors après ça se faisait dans plein d'autres jeux, mais c'est Space Invader qui l'a inventé tout simplement parce qu'il avait des octets en plus. Alors maintenant, parlons du jeu. Alors attends, juste avant, j'ai une dernière chose à dire, parce que justement quand j'ai dit il avait utilisé tous ses octets. Vous savez, parce qu'il lui restait quelques octets en plus. Alors, il fait la démonstration en interne. Bon, les plus jeunes, ils adorent. Les moins jeunes, ils aiment moyen. Tout le monde en faisait pas ce genre de jeu. Voilà. Et puis, juste avant, mais c'était quelques jours avant le release, il y a un employé de la division export, qui s'appelle, on a son nom, hein, qui s'appelle Kazuhari Tajima, qui vient voir Tomohiro et qui lui dit bon, en fait, il va falloir que tu changes le nom de ton jeu parce que Taito avait déjà sorti un jeu qui s'appelait Space Monster et tu pourras pas le changer. Tomohiro, il est dans une colère noire parce que c'est son jeu, c'est Space Monster, etc. Mais entre Space Monster et Space Invaders, il y a une lettre d'écart. Dire, il a qu'à rajouter une lettre. Ça fait quelques octets quand même. Il avait pris toutes ces octets pour faire le jeu. Ce qui veut dire, c'est que à la fin, juste pendant les quelques jours avant le release, il a dû refaire entièrement le code. Optimiser pour ajouter ce putain de S à Invaders. Et ce qui est marrant, c'est que quand il y a Florent Georges qui a interview en 2017, donc on est 39 ans plus tard, Tomohiro, il a encore à dire moi j'aime pas Space Invaders, moi je préférais Space Monster. Et voilà. Donc c'était la petite. Non, vas-y, je te laisse. Comme si c'était la dernière fois qu'on devait changer du code à l'arrache quelques jours avant le release, quoi. Oui. Enfin, maintenant, ils s'en foutent. Hein. Maintenant, ils font le release et puis ils corrigent après. Hein. Oui, parce que maintenant, tu peux faire des mises à jour à distance. Alors, le plus beau, c'était quand même un jeu de skate. Et puis, en fait, tu as le tutoriel. Très bien. Ouais. Très bien. Et puis, tu peux télécharger une mise à jour. Et puis, en fait, la mise à jour, elle est énorme. Et les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle est si énorme ? En fait, sur la galette d'origine du jeu, il n'y a que le tutoriel. Le vrai jeu, il était à télécharger, mais ça, il n'y a personne qui le savait. Alors, ils ont gagné du temps artificiellement comme ça entre le pressage de CD où il y avait le tutoriel et un lien pour télécharger le jeu complet qui était encore en train d'être codé. Ouais. Jusqu'à ce que le jeu soit dans les magasins vendu, etc. Et puis les gens, ils l'achètent, et puis là, le jeu, il était prêt à télécharger. C'est du génie. Donc, comment on tient les délais à 4-5 jours près, quoi.
C'était quand ça? C'était dans les années 2000, je vais trouver la référence, on va la poster, mais c'est absolument extraordinaire. C'était un jeu de skate, genre, je crois que c'était un Tony Hawk d'ailleurs. Non, c'est... Donc ça veut dire que c'est à l'époque où il fallait payer pour chaque octet que tu téléchargeais? Absolument, j'ai bien l'impression. Et la mise à jour, elle est énorme, je crois que c'est 3,5 gigs, dans ce genre. Bref, un DVD, quoi. Le DVD du jeu, je crois, avec toutes les animations, tout ça, quoi. T'avais que le tuto sur la galette. Truc de dingue. Donc, le jeu. Le jeu. Alors, déjà, il faut savoir que le main board, il est plus ou moins custom. Hein, mais il y a quand même deux composants qui sont à noter. C'est d'abord le Proxo. Hein, c'est un Intel 8080. Alors, Proxo, qu'est-ce que tu veux Processeur. dire? Le microprocesseur. Multiprocesseur. Le multiprocesseur. Oui, micro, ouais. C'est en fait l'Intel 8080, c'est le deuxième microprocesseur 8 bits dessiné et manufacturé par Intel. Intel, je m'en fous. Intel ou Intel, ça peut... Mais Intel. En avril 74. Donc c'est à peu près tout nouveau comme tech. C'est, tu sais, du technologique. 4 ans, c'est rien. Hein. Déjà, c'est 4 ans, mais en plus, utiliser des microprocesseurs pour des jeux vidéo, c'est... Mais c'est le premier microprocesseur qui en fait, n'était pas... c'est un des premiers microprocesseurs qui n'était pas embarqué directement dans un ordinateur parce que les manufacturiers d'ordinateurs à l'époque, ils se chargeaient de tout, du machin, du microprocesseur, etc. Et c'était la première fois que Intel rompait avec la tradition et fabriquait des microprocesseurs qui n'étaient pas faits pour aller forcément automatiquement dans des ordis. Oui, tu pouvais les acheter pour les implémenter dans autre chose, comme par exemple une borne d'arcade. Une borne d'arcade, genre de choses. Et c'était donc, comme je l'ai dit, un processeur à 8 bits, ce qui était assez révolutionnaire, et qui tournait à 2 MHz. Il y a une itération qui tournait à 3,125 MHz. Je sais, pour vous, ça veut rien dire. 2 MHz, c'est rien. Mais c'était beaucoup à l'époque. C'était beaucoup. Ce processeur a été fabriqué jusqu'en 1990. D'accord. Donc, belle longévité. Très belle longévité, c'est 14 ans de... Non, c'est 16 ans de longévité. 16 ans pour un processeur. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, ce microprocesseur a eu tellement de succès que les deux processeurs d'Intel qui sont suivis, le 8085 et le 8086, devaient être compatibles au niveau du langage assembleur avec le 8080 pour qu'on puisse coder encore sur le 8080 et exporter sur un 8085. C'est énorme. Et donc, ce microprocesseur a eu tellement d'influence que les plateformes X32 et X64, donc 32 bits, 64 bits, sont encore inspirés de ça. Donc, on a des fossiles dans nos ordinateurs. Ça s'appelle les instructions pour le 8080. D'accord. Ça, je savais pas, ça, qu'on avait encore des restes de... Écoute, c'est ça, je veux dire, on est des nains sur des épaules de géants. Non, c'est parce que on construit sur ce qui a déjà été fait. On va même pas tout le temps réinventer la roue. Ouais. Non. Je reviens sur Space Invaders. Donc ça y est, Space Invaders est démontré au public lors du salon Taito des professionnels. Dis-moi tout de suite, il y a eu un écran bleu? Pas du tout, mais alors absolument pas. Alors attends, c'est le 16 juin 1978, donc Taito ouvre ses portes, il y a les professionnels, en l'occurrence les professionnels ce sont souvent ce qu'on appelle les opérateurs, c'est-à-dire les patrons de salles d'arcade. Le jeu est passé mais totalement inaperçu, les gens n'en avaient rien à cirer. Celui qui faisait par contre la coqueluche du salon, c'était Blue Shark. Évidemment, tout le monde se rappelle de Blue Shark, hein, non, c'est satirique, hein, tout le monde il est tombé complètement dans l'oubli. Donc le jeu est passé complètement inaperçu, et quand on a raconté ça à Tomohiro, il se dit, voilà, le jeu il n'a pas de succès, hein, voilà, tant pis, hein, voilà. Mais qu'est-ce qui a fait qu'après il y a eu un succès de ce jeu? Eh bien parce que, alors,
tu te rends compte que même les salles d'arcade n'en ont pas voulu de Space Invaders, c'est un truc où, voilà. La vache. Et heureusement, Taito possède certaines salles d'arcade, donc évidemment, comme c'était lui qui sortait les bornes, eh ben, il est allé remplir... On n'est jamais mieux payé que par soi-même. Exactement. Exactement. Alors, l'une des raisons, alors j'oublie un truc très important, l'une des raisons pour laquelle les professionnels rejetaient Space Invaders, c'était qu'ils trouvaient que le jeu était trop punitif. C'est-à-dire que normalement, un jeu, pour eux, doit durer environ 90 secondes. Et ce jeu-là, ils arrivaient à durer peut-être une trentaine de secondes, et ils trouvaient qu'on n'avait pas assez qu'on mourait trop rapidement. Alors attends, tu veux dire que déjà une moyenne de 1 minute 30, c'est long ? Oui, par exemple, il y avait des jeux comme Marble Madness plus tard qui ne se composaient que de 5 niveaux. Ouais. Et qui étaient extrêmement durs. Ce qui me fait... Et les gens jouaient ? Oui, ils claquaient une shit thune dedans. Oui, c'est ça ma question. Dans l'arcade, dans les jeux d'arcade, une partie dure moins d'1 minute. Et attention, à ce jeu-là, contrairement à d'autres jeux qui viendront plus tard, il n'y avait pas de continue. Oui, en plus, il n'y avait pas de continu, il n'y avait pas de sauvegarde, à moins que tu remettes un quarter dans Non, si tu mettais un quarter, ça venait au début. Il n'y a pas de continue. Il n'y en a pas. C'est fini, c'est mort. Ce qui me... D'accord. Ce qui me fait oublier, ce qui me fait remarquer que j'ai fait un terrible oubli, cher auditeur, c'est que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Quoi ? À la base, donc les jeux d'arcade de l'époque, c'était des jeux d'arcade avec une certaine durée, c'est-à-dire que vous aviez un temps imparti qui était programmé par l'opérateur, par un petit bouton qui était derrière la machine, où il pouvait programmer la durée de son jeu, c'est-à-dire pendant genre 90 secondes, eh ben, tu peux jouer, même si tu meurs, tu continues à jouer pendant 90 secondes. Sauf que Space Invaders, c'est un des... Alors je dirais pas peut-être que c'est le premier parce que c'est le premier high score. Je crois que on m'a dit aussi. On me l'a dit aussi. Si vous avez des informations, confirmons ou infirmons-nous dire. Prière de faire suivre. Exactement. Commentaire. Pouce bleu, référencement. Oui, voilà, exactement. Et donc Tomohiro, il choisit en fait de ne pas faire un temps imparti, mais simplement une augmentation de la difficulté en continu. Et ce qui fait que tu peux rester 1 heure devant le jeu. Bon, rester 1 heure, il faut être un demi-dieu. Hein. Mais voilà. Il y en a aussi. Il y en a. Donc voilà, et donc les opérateurs de salles d'arcade ont dit non, ce jeu est trop punitif, non, nul. Alors, je vais revenir dessus, mais d'abord je termine mon anecdote avec le 8080 oui. Et la puce son qui est aussi très importante vu que alors cette puce déjà a été faite et refaite même dans les pays de l'Est. Soviet Union. Mais pas seulement, il y a aussi la compagnie Tesla qui est donc tchèque, qui a fait un clone du 8080. La compagnie Tesla, tu veux dire pas Tesla des voitures ? Non, Tesla, la compagnie tchécoslovaque. D'accord. Tchèque. Enfin, quand il y avait encore une Tchécoslovaquie, quoi. Il y avait une compagnie polonaise qui faisait ça. Il y avait aussi Xavargiev de Soviet Union, n'est-ce pas? Mitsubishi Electric aussi, NEC. Donc ça, tu dis tous ceux qui utilisaient cette... Qui clonaient, parce que Intel l'avait fait, mais il y en a d'autres qui copiaient. D'accord. Ou bien qui fabriquaient sous licence. D'accord. Donc cette puce était tellement célèbre, ce proxo était tellement célèbre que il y a un astéroïde qui est à ce nom, astéroïde 8080 Intel. Non. Si. T'as le numéro de Microsoft qui est comme ça, 425 882 8080. Ah, le numéro de téléphone de Microsoft, oui. Et la plupart des téléphones principaux d'Intel se terminaient par 8080. D'accord. Donc cette puce, ce microprocesseur est iconique. C'est un microprocesseur iconique. Oui, et l'autre processeur embarqué dedans, le processeur son, était aussi assez important parce qu'il fallait savoir que d'abord Taito utilisait ce qu'on appelait le discrete sound. Et là,
ils ont choisi justement de faire évoluer ça, et dans ce qu'on appelle le Taito 8080 based console, cabinet, c'est une puce son de Texas Instruments. D'accord. La SN76477, alias Complex Sound Generator. Pas complexe, hein, on n'est pas au niveau d'Ableton Live, hein, mais tout de même, ça permettait de sortir plusieurs sons. Ça a été utilisé comme générateur de son dans les jeux d'arcade, dans les jouets et pour des projets de bricolage, de loisirs. D'accord. En fait, l'utilité de cette puce dans un contexte musical est limitée par le fait qu'il était difficile de contrôler électroniquement la hauteur du son produit. Ah, d'accord. Donc imagine, on est en train de faire un 100 mètres, les pieds enchaînés, hein, avec un processeur que de 2 MHz et puis une puce son de merde. On fait un jeu à succès, quoi. Ça va. Ah non, mais je veux dire, quand tu regardes l'origine de Space Invaders, c'est un truc codé par quelqu'un qui a dû apprendre sur des manuels à comment apprendre Non, mais sur le tas. Comment coder le codage pour les nuls sur une borne d'arcade de Space de Seawolf, qui a désassemblé lui-même le programme de Seawolf, qui a injecté artificiellement avec des méthodes que la morale réprouve. Ah mais c'est clair, et ça a été le... Mais c'est du viol de borne d'arcade, je suis désolé. Il en mettait. Il y a trop de bits. Alors, je reviens sur... Peggy 18. On se calme. Et à ton ordi, une émission Peggy 18. Je reviens sur justement sur le retour client. Comment se faire démonétiser? Non, ça va, on n'est pas sur YouTube pour l'instant. Le retour client de Space Invaders. Donc, comme je t'avais dit, tu sais, Taito possède en l'occurrence à l'époque 2 salles à Tokyo. Donc le Rosa Center. Ce qui est pas beaucoup, vu la taille de Tokyo. Mais ce qui est normal, vu la taille de Taito. Mais il y a combien de bornes d'arcade à Rosa Center à l'époque? Alors, je sais pas combien il y en a, je sais combien. 30, 80, Rosa Center, 200 Ça serait bien de voir. Je sais pas, je sais combien il y a de salles d'arcade en tout au Japon, mais à Rosa Center, je sais pas combien il y en a. Donc Rosa Center, c'est vraiment il y a une salle mythique, hein, qui est gérée à Tokyo et qui existe toujours en ce moment. C'est possible qu'on y est allé parce que c'était, tu sais, la première salle où on est allé. Je pense que c'était celle de Rosa Center. À voir. On regardera pour écrire sur le blog. Et donc, il va y avoir un premier retour client. Et puis il y a un cadre de Taito qui va voir. Donc c'est pas un retour du client, genre cette borne est nulle. Non, on dit qu'effectivement il y a un problème avec la borne d'arcade, c'est que en fait le monnayeur est trop petit parce qu'il y a trop de gens qui jouent à la borne. Donc en fait il y a de la queue pour la borne et le monnayeur est trop petit. Oui, on va venir sur ces problèmes de monnayage et de Moyen-Âge pratiquement, parce que c'est le Moyen-Âge de l'époque. Hein. On disait la même chose de Pong, hein, d'ailleurs. On disait exactement la même chose que Pong. Alors on se dit... Légende urbaine ? Alors Florent Georges, sur la biographie de Tomohiro, il dit c'est possible que c'est une légende urbaine parce que Nolan Bushnell disait exactement la même chose pour agrémenter son histoire de Pong, que le monnayeur était trop petit. En tout cas... tu sais qui a inventé le monnayeur dans les jeux vidéo ? C'est Bushnell. Absolument. Ouais, oui, puisque c'est lui qui a inventé le principe de oui, et puis on va revenir justement là-dessus. Alors donc, les retours clients. Les retours clients, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, en fait, il y avait la queue pour 30 secondes.
pour jouer 30 secondes. Le jeu, la légende urbaine, il y a une légende urbaine qui se répand en Tokyo, qui est un jeu qui est ultra addictif. Et ultra dur. Et ultra dur. Et puis les gens... Et les Japonais, ils aiment ça, les jeux ultra durs. Mais oui. Et si bien que Taito fait face à une avalanche de commandes de bornes qui ne peut pas satisfaire, il va annuler tous ses projets pour se consacrer qu'à la conception de bornes d'arcade de Space Invaders. Durant l'année 78, il ne sortira que 2 jeux en plus, parce que toute son industrie, toute son énergie est consacrée à la création de bornes Space Invaders. Et donc c'est un succès absolument colossal. Imaginez qui serait planté là. C'était la fin de Taito, hein. Ah non, mais déjà, Taito n'arrivait pas à fournir la demande. Ils ont passé les droits à Midway pour le marché États-Unis. Mais juste retour de choses, vu que l'autre il a utilisé une borne Midway pour programmer. C'est exactement ça. Ouais. Non, alors, en fait, petite anecdote, Midway c'est vraiment l'entreprise qui a pris toutes les licences japonaises. À chaque fois, Pac-Man aux États-Unis c'était Midway, Space Invaders aux États-Unis c'était Midway. Le cocasse, la bataille de Midway a été probablement le tournant de la guerre du Pacifique. Comment ? La bataille de Midway. Ah oui, mais ça, je parle de l'entreprise. Oui, mais c'est cocasse. Oui, c'est c'est effectivement, c'est cocasse. Oui, Midway, Japon. Midway qui doit commercialiser un jeu qui n'est pas de guerre. Non, mais ouais. Hein. Et d'ailleurs, partant de là, Taito a dû demander à Midway de réexporter des bornes qu'ils avaient construites aux États-Unis, parce que c'est comme ça que ça marchait. Hein. Ils avaient la licence, mais ils construisaient aux États-Unis les bornes d'arcade, Space Invaders, labellisé Midway avec le petit autocollant de Taito pour dire que c'était du officiel. Mais Taito avait commandé des bornes Midway qui étaient pour le marché US pour les réexporter au Japon parce qu'ils n'avaient pas assez pour fournir la demande au Japon. Avec les problèmes qui peuvent arriver vu la différence de voltage et de fréquence. Ah oui, alors... non mais genre 110-220 volts, 50-60 Hz. C'est possible. Essayez de jouer à un jeu de 60 qui tourne normalement à 60 Hz sur un truc à 50 Hz. Oui. Il y avait, je crois que c'était une des premières vidéos du joueur du grenier sur Dragon Ball, où il montrait la différence entre 60 et 50 Hz. Oui. 60 Hz, le jeu est plus rapide. Mais bien sûr. Ah ouais, il est plus cadencé, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que les jeux en Europe sont un peu plus lents, parce que l'électricité est un peu plus lente. Déjà ça, et puis ensuite, certains disent que les Européens sont moins doués que les Japonais, donc on fait plus facile. Oui, c'est ce qu'on dit, mais je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine. C'est pas une légende urbaine. Ah, c'est vrai ? Oui. D'accord. Il y a des jeux qui sont quand même un peu plus faciles en Europe. D'accord. Et pas seulement à cause de la différence de cadençage. D'accord, c'est tout à fait possible. Là-dessus aussi, étant donné que le jeu a beaucoup trop de succès, même avec les bornes Midway, Taito va être démarché par plusieurs sociétés, Samy, Logitech, SNK, qui vont prendre le label, qui vont prendre la licence Space Invaders et qui vont construire eux-mêmes leurs bornes, chacun avec des titres différents, parce que c'est pas le même accord qu'il y a avec Midway, où Midway c'est vraiment Space Invaders. Là, ils vont chacun avoir l'autorisation d'utiliser la ROM de Space Invaders, mais chacun avec leur titre. Donc on va avoir Bally, ça va s'appeler Bally Invaders, on va avoir Universal avec Cosmic Monster, Nintendo Space Fever, Texas Instruments avec TI Invaders. Voilà. Alors c'est pas forcément une borne, mais ça peut être aussi un programme. Ça peut être
vu la différence, par exemple, de processeurs, etc., il y a des portages qui seront mieux faits que d'autres, plus rapides que d'autres. Voilà, il va y avoir c'est des versions. Il va y avoir des petites modifications. Petite anecdote aussi, il y a Taito, mais Taito lui-même, qui va commercialiser en Espagne une version de Space Invader qui va s'appeler Space King. Alors j'ai essayé de voir pourquoi seulement en Espagne ils ont changé, alors que c'était Taito, hein, c'était pas Universal ou Sega ou là. Il y avait peut-être encore un roi en Espagne, c'est ça? À l'époque, non, je sais pas. Non mais c'est vrai. Hein. Et le Brésil sera peut-être, je crois, alors je ne m'avance pas parce que sous toute réserve. Sous toute réserve, voilà, machin, disclaimer, parce qu'il y a toujours le contre-exemple, machin, mais en tout cas je crois que le Brésil était le seul pays au monde à avoir un titre qui ne soit pas en anglais de Space Invaders qui s'appelait Galactica Batalha Especial. Donc Especial. Especial. Parce que c'est le Brasil. Parce que c'est le Brasil. C'est le Brasil. Là, les aliens. Oh, cette vilaine imitation. Donc. Alors, je vous rappelle que Octorius habite à. non mais voilà. Il va, évidemment aussi, Taito va devoir faire face aux copies illégales qui vont être légion, vraiment de... Y compris, par exemple, le rarissime Pepsi Invaders. Oui, c'est ça, tu m'avais dit en émission, tu peux raconter aux oui, alors c'est Coca-Cola qui a lancé ça, et puis il y a Pepsi qui veut prendre, et puis il faut repousser Pepsi. Oui, voilà, en fait, tu remplaces remplaces les aliens par des bouteilles de Pepsi, et puis j'en sais rien, mais en tout cas... les employés de Coca doivent tirer sur... Il y a très peu d'exemplaires, je crois, 250, 350, vraiment peu, très peu. Oui. Ouais. Et je sais même pas sur quel système ça tourne, c'est vous dire. Hein. Donc TI Invaders, Auric Invaders, quelque chose dans pour Auric. Il y a Deco Data East aussi avec Space Fighter. Et je vous parle d'un jeu aussi qui est en fait, ça c'était Usul qui l'avait montré, et j'ai trouvé ça génial. Et je me disais que la musique je connaissais, donc je me dis mais c'est une musique de Commodore 64. Et en fait, le jeu, c'était un jeu qui était présent dans certaines cassettes le temps de chargement d'un autre jeu. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et ils avaient programmé ce petit jeu pour faire attendre quelqu'un pour le chargement, et ça s'appelait Invade a Load, et c'était et c'était tu pouvais jouer à Space Invaders en attendant que le jeu que tu voulais lancer veuille bien se charger. D'accord. Non, c'est ok. Et puis donc c'était les boîtes qui faisaient ça, qui mettaient ce jeu en loader, quoi. Ouais, ça se faisait à l'époque où il y avait du temps de chargement. Tu pouvais lancer un petit jeu. Ça se faisait aussi du temps de la PlayStation, de la Saturn aussi. Écoute, si t'as joué à Final Fantasy, t'aurais bien aimé avoir un petit jeu genre solitaire en attendant que l'autre CD se charge, quoi. 4 CD, non mais c'est pas possible, quoi. Ah non mais mon rêve, ça serait le Wurlitzer qui change tout de suite le CD dans la machine au fur et à mesure que... Ouais. Alors le jeu, Space Invaders, a un succès absolument colossal, si bien que il y a des salons de thé, les cafés, parce que tu sais qu'à l'époque les bandes d'arcade ne se trouvaient pas que dans des salles d'arcade, hein. Il y avait les cafés, les salons de thé, les laveries automatiques. En Suisse, j'ai pu jouer à des trucs, à des arcades, vraiment dans un centre commercial. Ouais. Dans le café du centre commercial, il y avait d'ailleurs une borne et une table de cocktail. Et donc j'ai pu jouer à des jeux comme Kangaroo, comme je sais plus, un jeu de château. J'ai pu jouer à Astéroïdes, ce genre de choses. Astéroïdes. Ah oui. On parlera de la différence entre shooters. Ouais, exactement. Ça existe toujours. Hein. De quoi? Des jeux d'arcade ou des flippers dans des restaurants.
Ah oui, Oui, c'est- même aujourd'hui, oui, mais ça c'est rare d'en trouver. Hein. Oui. Par exemple, au Pip, à Lausanne, on peut jouer à la famille Adams. Non, plus maintenant. Ils l'ont enlevé. Oh. Ouais, je vois lequel c'est, mais je me rappelle. Je pourrais pas. Je pourrais Je pas dirais dire. juste qu'il y a un restaurant à côté de la gare de Lausanne où il y a régulièrement soit un flipper, soit un petit jeu. À côté de la gare de Lausanne. Oui, juste à côté de la gare, en face de la gare de Lausanne. D'accord. Vous savez il faut donc, monter. Ah oui. pour les Brésiliens qui veulent faire vraiment de la vendetta sur Octorius, vous savez qu'il habite à Lausanne. Ou environ. Environ de Lausanne. Aussi. J'habite aussi à Lausanne et je m'appelle Duracell. 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 Ah, ça sera répété, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Tu sais que Space Invader a tellement de succès que certains cafés doivent avoir un écriteau où il écrit Born Invaders à l'intérieur parce que sinon ils n'ont pas de succès. Et puis il y avait des problèmes mécaniques vraiment sportifs. De même qu'on avait le tennis elbow, on a le Space Invaders elbow. Oui, c'est-à-dire c'est une espèce d'arthrite qui est due au fait d'appuyer trop souvent sur le bouton tir. Oui. Et c'était une véritable, c'est le Space Invaders Elbow, et c'était la maladie de Space Invaders, c'est-à-dire que la main qui est par exemple, chez les pianistes, on a aussi ça pour Chopin. À cause de la main gauche trop développée de Chopin, il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés au tendon. Donc c'est presque une maladie professionnelle. Oui, quoi. oui. D'ailleurs, Pac-Man aussi avait ce problème, c'était le poignet de Pac-Man à cause du joystick qui faisait qu'à force de bouger le joystick, on avait du mal. Petit point sur les chiffres. Et maintenant, le 2. En 1978, on compte près de 67 000 lieux de jeu. Alors, lieux, ça va être café, salle de borne d'arcade, enfin tout l'attirail. Shopping mall. Je fais aussi une petite parenthèse qu'il y avait aussi ce qu'on appelait des Invaders House, c'est-à-dire étant donné que la borne Space Invaders c'est celle qui a le plus de succès, et bien il y a des salles d'arcade où il y avait que des bornes Space Invaders, ce qu'on appelait les Invaders House. Et alors on trouvait des bandes de Taito, évidemment, le plus grand nombre, mais aussi on trouvait aussi tous les portages, tu sais, le Bally Invaders, le Space Fever, Space Intruders, qui étaient à chaque fois les portages des autres, des autres, mais c'était les Invaders House. T'imagines le gars qui fait le marathon et qui doit faire le meilleur score cumulé à toutes les bornes. En général... Ça peut être drôle. En général, le high score, enfin le vrai high score, on disait que c'était forcément sur la borne de Taito. Hein. Et puis à un moment où c'était affiché. C'était affiché. Alors je ne sais pas si le high score était gardé en mémoire quand on éteignait la borne. Non, justement. Alors ça je l'ai lu aussi. Non, quand tu mettais la borne en hors tension, elle oubliait les scores. Contrairement à des jeux un peu plus contemporains. Oui, il faut savoir, on est en 1978. 78 pour les Belges et pour les Suisses ou bien. Exactement. Voilà. Exactement. 78 ici. 78. Oui, 78. 233 000 bornes d'arcade au Japon, dont 190 000 sont des bornes Space Invaders. Le ratio est impressionnant. C'est sur ces 190 000 exemplaires, 97% sont des tables cocktails. Donc voilà, le rapport est... en 1979, Taito va essayer de faire un recensement de toutes ces bornes d'arcade. Good fucking luck. Il recense 200 000 bornes officielles et 500 000 bornes incluant les contrefaçons. C'est énorme. Oui, et donc on va parler quand même du jeu lui-même. Parce que voilà. Oui. Parce que bon. Alors déjà stratégie. Restez au centre.
Alors, s'il vous plaît. ouais, tu es un petit... Tank. Je sais pas que si c'est un... Genre, c'est une plateforme mobile avec un canon, quoi. Voilà, une plateforme mobile avec un canon. Et puis, et puis maintenant, le problème, c'est que je pense que... est-ce que tu as vérifié quand tu as joué sur le portage? Oui. Est-ce que tu pouvais faire un deuxième tir quand le premier tir était encore là? Non. Voilà, parce que dans des jeux plus modernes, on Oui, pouvait... c'était le jeu en rafale. D'ailleurs, c'est ce qui avait été dit à Tomohiro. Il avait eu comme critique qu'on ne pouvait pas faire des rafales. Il avait dit non, mais avec le nombre d'octets que l'on a, on ne peut pas. C'est limite. C'est limite. C'est Déjà qu'il a pu rajouter un S, quoi. Déjà qu'il a pu rajouter un S. Et puis, donc, aussi, le système de scorage, c'est 10 pour les aliens de la première rangée, oui. 20 pour le deuxième rangée, 30 et pour les aliens de la troisième rangée et plus. Et on a l'OVNI, on a l'UFO. Alors oui, explique-moi ce que c'est que cette... Alors, de temps en temps, il y a un petit machin qui peut-être... je sais pas s'il avait un son caractéristique. Non, je pense pas. Hein, Je crois l'avoir lu, mais... je crois pas qu'il a de son particulier. Non, je sais. Nous laisserons cette question en suspens. Mais donc voilà, il faut savoir que on a un char supplémentaire, pas supplémentaire, enfin une sorte de vie supplémentaire, une fois qu'on a dépassé la valeur définie par défaut par l'usine, c'est-à-dire 1500 points. D'accord. Et que quand on a fini le premier tableau sans avoir abattu l'OVNI, qui est une sorte de grosse soucoupe qui peut se balader de temps en temps au-dessus des autres, équivaut de 50 à 350 points au hasard. Ouais. C'est cruel le hasard. Donc il faut savoir que quand on a terminé le premier niveau, on n'arrive qu'à 990 points. D'accord. Donc même si on a un jeu parfait, on n'a pas une vie supplémentaire après le premier niveau nettoyé. D'accord. Et même avec l'autre réglage alternatif, c'est-à-dire qui donne la vie supplémentaire après 1000 points, même après avoir terminé le premier niveau, on l'avait pas. Et on avait la valeur par défaut d'usine aussi que 3 plateformes. D'accord. Donc, 3 plateformes, pas de vie supplémentaire à la fin du premier. Ah là, jouabilité de 30 secondes. Ah mais ce qui faisait que le jeu était addictif, c'est que ça bougeait, que les ennemis bougeaient aussi, Oui. et que on avait l'impression que malgré tout c'était quand même faisable. Oui, c'était... Et surtout qu'on avait les bunkers pour s'aider en bas. Alors moi je pensais faire une stratégie révolutionnaire, faire un trou dans un bunker pour pouvoir tirer sans être abattu. Mais c'est long à faire. Et puis les aliens ils descendent. Alors, en fait, les bunkers, tu peux tirer dessus et ça perce. Mais ça va des bunkers. deux côtés, ça te protège. Oui, mais les autres, ils peuvent aussi tirer sur les bunkers et ça les abîme aussi, les bunkers. Ouais, Alors je me suis dit, je fais une meurtrière, mais c'est trop lent. c'est trop lent une meurtrière. Oui, d'ailleurs, très rapidement, on a commencé à avoir des manuels d'utilisation de Space Invaders, ce qui était révolutionnaire à l'époque. À l'époque, ça n'existait pas d'avoir des manuels d'utilisation. Oui, et puis il y avait un bouquin qui répertoriait, qui est sorti au tout début des années 80, trucs et astuces de jeux vidéo, genre de trucs, comment gagner à Space Invaders, comment gagner à Pac-Man, comment gagner à etc. Ah oui, celui que tu m'avais passé. Absolument. C'était, oui, je me rappelle plus. Now to beat video games ou quelque chose. Voilà, exactement. Moi, je pensais à celui de 1980, Invaders of Space Invaders, Sun Addict Guide to Battle Tactic, Big Score and the Best Machines, qui d'ailleurs avait été écrit par Martin Amis, qui est d'ailleurs un écrivain anglais, qui est pas du tout dans la... Et qui rejette d'ailleurs cette œuvre lui-même. Oui, il rejette cette œuvre. Il n'en parle pas. D'accord. Et pendant très longtemps, cette œuvre a été comment dirais-je,
n'était plus disponible, n'était plus imprimé. Et il y a Penguin qui a ressorti l'année passée un facsimilé. Ouais, parce que j'ai vu que si tu veux t'en procurer un, c'est plusieurs centaines de dollars. Hein. Alors que maintenant, c'est 10 livres. Ouais. Un livre pour 10 livres. Un livre pour 10 livres. C'est pas un marché de dupes, ça. Écoute, je te donne 10 livres, tu me donnes un livre. Préface de ce par Steven Spielberg. Ah non, Stephen Spielberg, c'est pas le même. Je pense pas que c'est le même. Non, c'est S-T-E-P-H-E-N. Non, c'est lui qui est. Non, c'est Steven Spielberg, le réalisateur. Le réal. Le réal, c'est celui-là de Spielberg. Parce qu'on explique que bien avant de faire Ready Player One, c'était déjà un amoureux des bornes d'arcade. Et d'ailleurs, Spielberg, c'est peut-être un aspect de sa personnalité qu'on ne sait pas, mais c'est un gros nerd, Spielberg. Il possédait d'ailleurs lui-même une borne Space Invaders. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Parti. et donc voilà. Et donc, il faut savoir aussi que la résolution était très pauvre, 320 par 200. Oui. Je veux dire. Si vous démarrez Windows en mode sans échec, je crois que l'écran c'est 640 par 480 ou 8 par 6, ce qui est déjà très moche. Et là, imaginez du 320 x 200, noir-blanc. Oui, alors pourtant, on savait faire de la très haute résolution avec un procédé qui avait été utilisé pour Space Wars, qui était un procédé d'affichage qui n'était pas en pixels. On sautait des frames aussi. Ça, je sais pas, mais je sais que ça donnait l'impression d'avoir des lignes dessinées, mais finalement cette technologie n'a pas été utilisée par la suite. Alors maintenant, je vais vous parler d'autres jeux et surtout d'une grande différence de concept entre Space Invaders et Guided Missile. Guided Missile. Alors c'est quoi Guided Missile? Guided Missile est plus connu sous le nom de Missile X, est tout aussi connu sous le nom de Missile X, et ça a été produit par Midway en 77. Et licencé à Taito. Ouais. Je vous avais dit, ils se prêtent des jeux, ils se licencient des jeux parmi. Mais bonjour, pas de main. Donc, tu me files un jeu, je te file de l'argent. Je te file un jeu, tu me files de l'argent. Ouais, ok, pas de problème. Et alors, lui aussi utilisait un Proxo 8080, bizarrement. Non, mais c'était l'ubiquité de ce processeur. Et en fait, le jeu était assez intéressant. Et là, on voyait différentes philosophies. Alors, effectivement, c'est aussi un fixed shooter quelque part, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la grande différence de gameplay entre les deux? C'est que, en fait, les cibles étaient au sol, ou volées sur l'écran, et tu tirais un missile. Et après, ça faisait une trajectoire, et puis après, ça retombait, et puis tu devais le guider avec les trucs gauche-droite. Et tu n'avais pas de vie, de nombre de machins, mais tu avais un timer. Et quand tu détruisais une cible, ça te redonnait du temps. D'accord. Donc, on n'a pas le système de nombre de machins, de nombre de vaisseaux, mais on a le système de secondes, et c'est grâce à ta classe que tu peux rajouter des secondes. D'accord. Et si tu as atteint un certain score aussi, il y a encore du temps qu'il te donne. D'accord. Intéressant. Donc voilà, c'est le fixed shooter. Mais donc ça, c'était en 77. Mais les premiers jeux, c'est pour ça que j'en parle. Et puis je dis que c'était une aberration de la part de Taito de dire oui, mais les jeux, on doit tirer sur des aliens machin. Oui, c'était. Non, je comprends pas parce que c'est. Alors, faut pas oublier que aussi une des inspirations de ton auteur, de Tomohiro Ishikawa. Non, oui, de Tomohiro Ishikawa. C'est Battleship Yamato. L'une des aspirations de. Si, je l'ai lu. D'accord. Battleship Yamato, donc qui est plus connu en France sous le nom d'Albator.
Oui. Leiji Matsumoto. Oui, alors lui il dit plutôt qu'il s'est inspiré de Star Wars. Oui, mais aussi très certainement, oui. Et donc, s'il y a un truc qui a imprégné la culture japonaise dans les années 70, c'était ce machin. Oui. Il y avait aussi Sankukai qui lui-même était une adaptation de Star Wars. Assez drôle d'ailleurs, avec le recul. Hein. Ouais. Non mais imagine Chewbacca sur un trampoline, quoi, c'est ça. Avec des explosions genre Bioman, quoi. Et encore, Bioman, c'est du blockbuster à côté. Hein. Ah oui, non mais c'est gros projet. Très, très gros projet. Alors donc, on a plusieurs jeux. Alors, il y a d'abord Computer Space. Computer Space qui précède. Hein, là, tu parles de tous ceux qui précèdent. Oui, c'est les prédécesseurs. Parce que les suivants, on va s'en occuper lors de l'émission suivante. Faut suivre. Hein. Oui. Donc, Computer Space et Galaxy Game. Galaga, tu veux dire. Galaxy Game. Ah non, Galaga, c'est après. Non, j'ai rien dit. Non, Galaxy Game. Oui. Non mais Galaga, Galaxian, etc. Gorf, on en reparlera après. Oui. Mooncresta, Gyrus. D'accord. Là, je parle que des jeux auxquels j'ai joué. Hein. Oui. Non, moi, comment ça s'appelle Computer Space, je le connaissais parce que quand j'avais fait des recherches pour une émission que peut-être qui viendra dans un avenir lointain sur l'arcade en général, c'était une réédition du tout premier jeu d'arcade Computer Space. Alors le Computer Space, c'est pas le premier jeu d'arcade, c'est le deuxième. C'est le premier jeu vidéo commercialisé en série. Oui. Mais Galaxy Game, c'est le premier jeu vidéo monnayable. C'est-à-dire où il y avait un monnayeur pour jouer. Ah mais non, c'est Computer Space. Non, c'est Galaxy Game. Galaxy Space, Galaxy Game 71, novembre 71 et l'autre aussi en novembre 71. Mais c'est presque contemporain. Les deux sont à la même période. Ouais. Et Galaxy Game, alors il n'y a eu que 2 exemplaires de Galaxy Game. Je crois que Computer Space, il y a eu 1000 exemplaires. 1200 exemplaires. Alors, 1500 bornes. 1500 Production initiale. Mais de toute façon, il a tellement pas eu de succès que... Non, succès. Quoi, Computer Space ? Oui. Ça a été un bid total. Succès. Ah non. Succès. Bid. Avec l'ensemble de la production vendue, le jeu est un succès selon CZJ, conforté dans sa vision du futur du jeu vidéo. N'écoute Tolnier. Non, moi j'ai clairement lu, ça a été... alors moi je lis clairement dans Wikipédia, succès. Oui, selon alors CZJ. je t'explique. Space Invaders 500 000 bornes, Computer Space 1200 bornes. Je t'explique aussi, Computer Space 71. Oui, voilà. Ouais. Et ils ne se sont pas vendus de eux-mêmes à eux-mêmes pour eux-mêmes dans les salons dirigés par eux-mêmes. ça c'était au début. C'est ça. Mais c'est ça qui a fait que Space Invaders. Oui. Non mais Computer Space c'était un succès pour 71. Oui. Mutatis mutandis. Ouais. Bah oui. Ouais. Mais d'abord parlons de Galaxy Game. Galaxy Game en fait c'est un portage sur bande d'arcade d'un jeu qui existait pour PDP-11. PDP-11, c'est quoi? C'est la boîte de... C'est un mini ordinateur fait par Digital Equipment Corporation. En fait, c'était un jeu qui datait des années 60. Quelque chose dans ce genre. C'était 10 cents pour un jeu et 25 cents pour 3. D'accord. À l'époque, c'était énorme. 25 cents. Non, mais avec l'inflation. Oui. En 70, 25 cents. Je te rappelle qu'on parle d'une période avant le choc pétrolier. Hein. Oui. Non. 75, c'est pendant le choc. 71. Ah, 71, oui. C'est avant le choc pétrolier, oui, les gars. Donc, c'est en fait... c'est un jeu d'arcade one versus one, par exemple. Et c'est un dogfight entre l'aiguille et le wedge. Donc c'est un combat spatial de 2 vaisseaux qui sont en train de manœuvrer autour d'un puits gravitationnel. Oh, mais oui.
oui, je vois très bien ce que c'est, oui, parce que j'avais regardé, oui. Et d'ailleurs, c'était fait tout avec des lignes un petit peu comme astéroïdes, c'est-à-dire les vaisseaux, ils ont la forme d'un triangle. Alors, en fait, dans un des deux bornes d'arcade, il y avait le PDP-11. Donc, Le PDP-11, c'est quoi déjà? c'est le mini-ordinateur, oui, justement, oui, de oui. Digital Equipment. Ça a... à construire, ça leur a coûté $20,000. Ouais. Ils voulaient en faire 4, mais pour des raisons d'espace, il n'y en a eu que 2 qui ont été construits, donc on pouvait jouer qu'à 2 joueurs, alors que c'était prévu pour 4. Et une des consoles, un des prototypes est resté jusqu'en 79 à l'Union d'étudiants. Ouais. Jusqu'à ce qu'un des proxos d'affichage devienne buggé. Et ça a été transféré, restauré au Computer Science Museum de Stanford. D'accord. Et ensuite au Computer History Museum en 2000, qui est resté en tout cas jusqu'en 2017. Mais donc Galaxy Game, c'est le premier jeu où tu devais foutre du fric dedans. D'accord. C'est Premier jeu d'arcade. Computer Space. Non, Computer Space, c'est le deuxième. Non. Si. Euh, Mais c'est le premier jeu vidéo commercialisé en série. C'est-à-dire que ils n'ont pas fait 2 exemplaires, ils en ont fait 1500 avec un succès pour l'époque. Je répète. Pour l'époque. Oui. Mais écoute, suffisamment pour que ça figure dans un film. Soleil vert. T'es sûr, c'est Computer Space qui. C'est Computer Space. D'accord. Il y a une borne de Computer Space qui est dans Soleil Vert. D'accord. Et il y avait il y a un gars qui un des cofondateurs de Notting Associates. Oui, Notting Associates, c'était. Nolan Bushnell et Ted Damney. Ted Damney qui voit le film, il dit mais bon sang, c'est formidable. Il y a une borne là-dedans dans les premières minutes du film. Allez, faut que je téléphone à Nolan Bushnell. Hé Nolan, écoute, va voir ce film, c'est très bien. Je te dis pas pourquoi mais va voir ce film, c'est très très bien. Et Nolan Bushnell est venu en retard à la salle de cinéma, n'a pas vu la borne et a dit que le film était mauvais. Nolan Bushnell, c'est le fondateur d'Atari, c'est celui qui fera Pong plus tard. Alors, c'est le fondateur d'Atari, c'est le fondateur d'Irata aussi. Donc Irata, c'est les mêmes lettres qu'Atari. Oui. Et c'est le fondateur de Chuck E. Cheese, une chaîne de restaurants très connue aux États-Unis, où il y a restauration rapide et borne d'arcade. Ouais. Donc ça, le jeu Computer Space, c'est inspiré. Non, c'est lui qui est inspiré d'un jeu pour PDP-1 développé au MIT en 62. D'accord. Et le succès est tellement génial que le jeu Star Trek est sorti à la fin de l'année 72, qui est un clone de Computer Space. D'accord. Donc c'est aussi à ça qu'on mesure le succès d'un jeu, c'est les copies. C'est les copies qu'il y a, exactement. Ensuite, Bushnell et Damney fondent Atari, sur les bases de CZJ, qui était déjà un nom déposé à l'époque par une autre entreprise. Et puis, Atari d'ailleurs, qui est l'équivalent de échec et mat au jeu de Go. Non, Atari, ça veut dire attention, des échecs, ça veut dire attention, je menace de prendre une pierre. Oui, voilà, c'est ça. C'est échec, pas échec et mat. Ouais, échec. Donc c'est un shoot 'em up multidirectionnel. D'accord. Donc imagine, t'as une fusée contre des soucoupes volantes dans l'espace intersidéral représenté en 2D par rapport étoilé. Je lis Wikipédia, les gars. Si jamais les phrases sont trop complexes, c'est que c'est du Wikipédia. Je parle pas français aussi bien que ça. Ouais, vas-y. Et donc, il y a 2 boutons. Un pour changer l'inclinaison de la fusée dans le sens des aiguilles de montre, et l'autre l'inverse. D'accord. On aurait quand même pu utiliser un joy, quoi, merde. Un 3e bouton pour propulser la fusée et un 4e pour lancer des missiles. Donc un jeu à 4 boutons, faut pas être joueur, faut être pianiste, les gars. Et l'écran de jeu est en fait une sorte de sphère, parce que en fait, si tu vas en haut, tu ressors en bas. Si tu vas à gauche, tu ressors à droite. D'accord. Ah oui, je vois ce que c'est, oui. Le joueur doit échapper aux attaques de soucoupes volantes, se déplacent ensemble et détruire à l'aide de missiles.
À l'issue de 90 secondes que dure la partie, oui, la partie durait effectivement 90 secondes. Exactement, puisque c'était préprogrammé. Et il fallait abattre un nombre de fois supérieur à celui des destructions de son propre vaisseau. Enfin, il fallait gagner le match, en fait, à l'issue de 90 secondes. Et voilà. Et si le joueur réussit, il rejoue une partie. D'accord. Hein, voilà. Donc il y avait. Je vais revenir sur. Je reviens. Et sur Space Invaders, à propos d'une légende urbaine. Ça, j'adore les légendes urbaines. Vous connaissez la fameuse légende urbaine comme quoi il y avait une pénurie de pièces de 100 yens au Japon. On l'a tous entendu. Si on s'intéresse un petit peu à Space Invaders, on l'a forcément entendu. Eh bien, c'est une légende urbaine qui est vraie. En fait, les archives de la Banque nationale du Japon ont révélé que, en effet, en mars et avril 1979, la production du nombre de pièces de 100 yens a littéralement explosé pour le mois de mars. Ils ont produit 2,1 milliards de pièces de 100 yens pour le mois de mars. Donc ça, c'est le chiffre standard. Et au mois d'avril, ils ont dû produire 6,5 milliards de yens supplémentaires. Et la Banque nationale du Japon en a produit à ce point parce qu'il y avait les pièces de 100 yens avaient littéralement disparu de la circulation. Et c'était aussi dû à ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire, tu te rappelles, il y avait un problème de monnayeur au premier band Space Invaders. Oui. C'était ils avaient augmenté le volume du monnayeur. Et donc ce qui veut dire qu'il y avait que chaque borne avait vraiment un nombre de pièces très grande. Alors que Nolan Bushnell, quand il avait fait Pong, il avait exprès, il pensait que le jeu n'allait pas marcher, il avait rempli à moitié le monnayeur, ce qui fait que les pièces ne rentraient plus. Oui, voilà. Mais donc on a à peu près le même récit, mais à cause de causes littéralement différentes. C'était littéralement différent, mais sauf que le problème aussi avec cette histoire de gros monnayeurs, c'est que les patrons de salles d'arcade, ils avaient beaucoup de mal à transporter les pièces à la banque, parce que c'était vraiment des sacs qui pesaient plusieurs kilos, c'était lourd à porter. Donc ils attendaient quelque temps pour les amener, et parfois la banque ne prenait pas, parce que il y avait plusieurs centaines de milliers de yens, hein, c'est des pièces de 100 yens. Hein. Et puis imagine, dedans, tu dois encore compter les nombres de fausses pièces. Et tu dois... déjà, il y avait tout ça. Et c'était vraiment... C'était à cause de ça. Alors, moi, je pense que l'idée la plus propre, c'est qu'un employé de banque vient lui-même dans la salle d'arcade, certifie les pièces, et puis les prend. Non, mais ça serait pas mal. Mais... Exactement. J'aime beaucoup la petite rubrique Eratom. Oui. Petit plus. Quelque chose que peut-être tu ne sais pas, Duracell, et toi non plus, Kira, c'est qu'il y avait un bug sur Space Invaders. Bon, il y en avait plusieurs, mais raconte tout. Alors, c'est ce qu'on appelait le tir façon Nagoya. C'est parce que en fait les utilisateurs se sont appropriés ce bug pour gagner des points. Et on appelait ça le tir Nagoya. Il s'agit d'un bug qui fait que la tour de missile devient invincible lorsque les envahisseurs sont sur la ligne de la plus basse. La découverte de cette anomalie a permis aux joueurs doués de faire durer les parties pendant plusieurs heures. C'est-à-dire, en gros, quand on était au niveau de difficulté maximum, quand ils étaient sur la ligne de base, eh bien en fait la tour le personnage, enfin le joueur devient invincible. Il faut dire quand même que Tomohiro, lui, il a conçu Space Invaders de façon à ce que les bons joueurs ne puissent pas tenir plus de 15 minutes avec juste 100 yens, hein, parce qu'à la base, c'est quand même pour faire de l'argent. Hein. Or là, en utilisant cette technique, le joueur peut durer plusieurs heures. Alors normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir ? On aurait dû avoir un retour des boards, on aurait dû avoir un mécontentement des opérateurs. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est devenu un but à atteindre. C'était le Nagoya tir. C'était une façon d'utiliser des glitches. Alors, les gens ne savaient pas forcément que c'était des bugs. C'était le truc et astuce qu'on se transmettait entre bons joueurs. Parce que déjà, pour arriver
à ce que les aliens se trouvent sur la ligne de base, il faut atteindre le niveau 8. Donc déjà, avant que tu atteignes le bug, il faut déjà être un super joueur. Donc en fait, ça a cultivé tous les gamins du Japon voulaient faire partie du club des joueurs qui savent exploiter cette technique. Donc un truc qui aurait pu être un mauvais truc pour Space Invaders a en fait augmenté son aura, et ça je trouve ça génial. Et c'était il y avait aussi le Nagoya Ushi. C'est parce qu'il existait plusieurs façons de provoquer le bug. Nagoya Ushi. La technique la plus répandue, alors ça c'est un petit truc, la technique la plus répandue consiste à éliminer tous les envahisseurs de gauche en veillant bien à ce que les autres puissent arriver jusqu'à l'extrémité de la base, puis une fois qu'il y en a un qui a touché la base, paf, on déclenche l'invincibilité. C'était des techniques qui se transmettaient entre bons joueurs. Et il y avait aussi le tir façon Tokyo qui consiste à épargner tous les envahisseurs sur les extrémités et de s'occuper en priorité des envahisseurs du milieu. Du fait, on peut... Enfin, ce sont des stratégies, mais qui exploitaient tous des bugs. Voilà. Je trouve ça génial de pouvoir utiliser ça. Oui, et il y avait un truc à peu près comme ça sur une des suites de Space Invaders, ouais, qui était prévu par les devs, je crois. Mm-hmm. C'est sur Galaga. Ah, Galaga qui se rapproche énormément de Space Invaders. Hein. Alors, il y a un secret. C'est il fallait pas tirer du tout. Et puis pendant à peu près 10 minutes, il y a après il y a une procédure assez complexe, et le truc, c'est que on peut avoir des trucs supplémentaires, c'est-à-dire on a deux vaisseaux côte à côte qui tirent, et puis on peut faire des scores maximum, etc. Mais pendant 20 minutes, il faut pas tirer un seul tir, il faut faire que de l'esquive. D'accord. Et c'est encore plus compliqué que ça. Mais alors je sais pas si est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est une feature, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de glitch, le genre de bug prévu ou non par les développeurs. Voilà, est-ce que c'est la naissance finalement, ce genre de bug du Konami Code? Est-ce que c'est la naissance de codes de triche implémentés au jeu pour que les développeurs puissent tester leur jeu sans problème? Par exemple, des codes pour l'invincibilité, des codes pour comme ça on peut tester en vrai le jeu, et puis voir s'il y a des niveaux qui sont pas finis, etc. C'est ça. Donc dans tous les jeux, faut se dire que tous les jeux, de toute façon, il y aura une faille. Ouais, il y a toujours une faille, c'est jamais codé parfaitement. Mm-hmm. Je vais faire un petit point loi. C'est le point loi. Vous savez que Space Invaders a eu un succès foudroyant, et notamment un succès parmi les collégiens. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un truc super ludique à faire? Eh bien, on préfère le faire au lieu d'aller à l'école. Et donc, il y a eu une vague d'écoles buissonnières à cause de Space Invaders, et tel que ça devenait un problème national. Et donc, il y a eu des législations là-dessus. Le 2 juin 1979, il y a une conférence extraordinaire qui est organisée au Japon, où on décide de légiférer sur le cas Space Invaders. C'est la fameuse Invader Gyokai
Jinchuku Sengei, donc en français, déclaration sur l'autolimitation de l'industrie Invaders. 4 mesures chocs sont énumérées ce jour-là et sont imposées à tous les acteurs de l'arcade au Japon. Il est désormais interdit d'installer des machines de type Invader dans les salles non surveillées et sans responsable légal. Deuxièmement, les bornes de jeux Invaders ne doivent plus être accessibles aux mineurs de moins de 15 ans non accompagnés. Les mineurs de moins de 18 ans ne devront plus avoir accès aux salles après 23 heures. Et quatrième point, il est désormais formellement interdit d'offrir des lots aux joueurs de jeux vidéo. C'est-à-dire que parfois, on pouvait t'offrir, par exemple, tu achetais une pizza, tu avais un bon offert pour aller à une borne. C'était... Oui, alors, faut savoir que il y a aussi eu, tu m'as parlé de choses en Angleterre ? En Angleterre, effectivement, il y a eu un parlementaire anglais, je sais plus comment c'est George Fawkes, qui a essayé de lancer une proposition de loi pour simplement interdire Space Invaders en Grande-Bretagne. Parce que selon lui, le jeu vidéo en général, je parle, le jeu vidéo, ça rend violent, parce qu'il disait que c'était en ligne directe la conséquence de la délinquance juvénile. Avant, on disait que c'était les BD ou le jazz. Oui, voilà, là, c'est le jeu vidéo. Voilà. Le sujet sera débattu pendant plus de 20 minutes au Parlement britannique, mais la loi finalement rejeté à 114 contre 94, ce qui n'est, c'est il y a 23 une vingtaine de lois d'écart. Ouais, mais en 80, donc 3 ans après sa sortie, quoi. Oui, c'était en 80, ouais. Mais voilà, il y avait eu quand même des lois contre Space Invaders. Donc dans les années 80, il faut savoir que Space Invaders est quand même en déclin. La vague, l'hyper vague avec les Invaders House, les queues sur Space Invaders, ça a duré pendant environ 1 an. C'est de juin 78 à juin-juillet 79. En 80, fin 79, va sortir Space Invaders 2. En couleur. Oui. Il existait déjà des versions en couleur du premier, mais la version Taito donnait aussi des c'était connu à l'époque, c'était des espèces de papier calque qui te permettaient de donner une fausse impression de couleur. Ok. Mais ça coûtait ça coûtait pas cher, mais par contre la version couleur coûtait assez cher, donc finalement il n'y avait pas eu des versions. Alors, une autre raison pour laquelle les gens ne jouaient plus aux bornes d'arcade Space Invaders, ouais. C'est ce qu'on appelle une killer application. C'est-à-dire ? Juste que pour l'Atari VCS 2600, ils ont fait Space Invaders. Oui. Et les ventes de la console ont quadruplé suite à ça. Suite à ça, ouais. Ce qui veut dire, mais en fait, oui, souvent c'est ce qu'on dit, c'est que le principal, ce qui a vraiment causé le déclin de l'arcade, c'est la console de jeu. L'arcade, tu payes 100 yens, voire 25 cents ou 1 franc en France à l'époque. Pour 30 secondes. Pour 30 secondes, la console, tu payes peut-être 1000 francs la première fois, et après tu peux jouer autant que tu veux. Et surtout, sur l'Atari VCS 2600, tu pouvais régler la difficulté. En plus, tu peux régler la difficulté, oui. Les scores, tu peux les noter, t'as le temps, t'es chez toi, t'as le café, tu peux vraiment essayer de grinder un score, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Donc voilà, mais c'est le premier exemple de killer application sur une console de jeu. C'est comme pour Mario et Nintendo, une grande histoire d'amour. Là, c'était Atari et Space Invaders. Je rappelle qui avait fondé Atari. Nolan Bushnell. Ouais. non mais ouais, et donc voilà, donc c'est vraiment, il y a eu cette espèce de vague absolue de Space Invaders. La vague belge. C'est autre chose, la vague belge. Attends. Oui, je sais que il y a un truc. Alors, j'avais essayé de faire des recherches sur apparemment un glitch qui pouvait être
qui pouvait être fait sur Space Invaders 2. Apparemment, il y a une technique, parce que cette Space Invaders 2 était en couleur. Et il y a un espèce de glitch qu'on peut faire où on a une espèce de vague arc-en-ciel, une vague d'arc-en-ciel qui arrive. Alors ça, je suis pas arrivé à le confirmer. Donc si vous, les auditeurs, vous trouvez l'info, ou alors que vous confirmez que c'est un fake, ou vous confirmez que c'est un fake, merci de le dire en commentaire parce que j'ai vraiment cherché. Je sais plus si je l'ai lu ou si quelqu'un me l'a dit sous le tapis. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de Space Invaders pour cette première partie. Oui, vous pouvez mettre 10 cents dans la fonte pour continuer. Continue, insert coin. De toute façon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de notre émission qui va être consacrée à l'héritage de Space Invaders et des produits dérivés, y compris aussi à l'époque. Vous allez voir que c'était prolifique et c'était aussi des premières fois. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette émission vous a plu, vous a fait découvrir cette cathédrale de la culture, de notre culture en tout cas, moderne. Une pierre angulaire de notre culture. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter ? Mot. Voilà. Merci pour cet ajout de mots. Saloperie. Tu nous aimes. Oui, je vous aime. Pour ça. Entre autres. Plus d'autres. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine sur les ondes d'éteinte ton ordi. Pour les suites de Space Invaders, en quoi cela a influencé la culture pendant et après. Youhou!